Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Expulsion des migrants subsahariens, comment faire respecter les droits des expulsés maliens? Alors, 24 août dernier, 181 Maliens rapatriés de la Libye arrivent à Bamako. 19 septembre, 158 autres arrivent du même pays et seulement hier, mercredi 25 octobre, ce sont 138 de nos compatriotes qui nous arrivent de l'Algérie. Les Maliens sont de plus en plus rapatriés ou expulsés des pays amis du Mali dans des conditions, dans de mauvaises conditions et souvent même sans motif valable. Alors si la Libye est comme notre pays en situation de guerre, en conflit armé bien sûr, que dire des conditions de rapatriement de nos frères en provenance d'Algérie? Notre politique nationale de migration montre-t-elle enfin ses limites? Alors pour en débattre, nous avons fait appel à Lamine Diakité, il est membre de l'association malienne des expulsés. Bonsoir. Bonsoir. Et au téléphone, nous serons avec Koundenekun Diallo, il est du collectif des sans-papiers maliens de France, et le docteur Fodier Tandjougura, sociologue, il sera associé en tant qu'analyste. Moi, je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. Plus d'un millier de Maliens ont été rapatriés ou expulsés, souvent des forces de leur pays d'accueil en un trimestre. C'est le bilan partiel donné ce matin par le ministre en charge des Maliens de l'extérieur devant les élus de la nation. Selon lui, 1200 Maliens ont été rapatriés volontairement, souvent dans des conditions difficiles entre le mois de janvier et ces jours. Alors, est-ce que nos compatriotes sont rapatriés dans les conditions officiellement convenues entre le Mali et ses lieux de provenance? Monsieur Diakité. Alors, avant de répondre à cette question, je tiens quand même à vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Et je tiens à préciser également que les domaines dans lesquels j'interviens, c'est-à-dire à travers une organisation de défense des droits des migrants, qui est l'Association malienne des expulsés. Cette association-là a une longue et riche expérience en la matière. Nous venons dans le domaine de l'accueil, d'hébergement et puis d'aide aux migrants. Maintenant, concernant la question qui est maintenant les conditions d'expulsion des refoulements, c'est bien ça, oui, de nos compatriotes migrants ces derniers temps. C'est fait dans les conditions convenues entre nos pays. Entre nos pays, voilà une question qui semble très difficile, très délicate à répondre, parce que ceux qui organisent ces expulsions, ceux qui organisent ces rapatriements, selon eux, ces opérations se déroulent dans des conditions tout à fait normales, tout à fait convenues entre ces États-là. Mais pour nous, les associations et organisations de migrants, il s'agit de toute autre question qui est là. Parce que tout ce que nous on fait, nous recueillons des témoignages auprès des personnes qui sont rapatriées ou expulsées. Et d'après ces témoignages-là, parfois, leur retour se font dans des conditions extrêmement difficiles, dans des conditions qu'on peut qualifier inhumaines. Parce que ce sont des gens qui sont arrêtés de façon qui ne respectent pas du tout leur dignité. Ces personnes-là sont arrêtées soit sur leur lieu de travail, soit dans leur domicile. Par la suite, elles sont emprisonnées avant d'envisager leurs expulsions. Et à la suite, quand on va commencer avec les procédures d'expulsion, très généralement, on vient de les voir avec les cas des personnes qui sont venues hier de l'Algérie. Ces personnes, avant d'être expulsées vers le Mali, ont dû traverser, le désert qui existe entre l'Algérie et le Niger. Ces personnes-là ont été laissées, d'après ce que ces personnes nous ont dit, parce qu'on a été sur place à l'accueil, on a interrogé un certain nombre de personnes. Donc le témoignage que nous on a reçu, c'est que ces personnes-là ont subi quand même elles ont rencontré des difficultés, parce qu'elles ont été d'abord abandonnées dans les déserts aux frontières Algérie-Niger. Par la suite, elles ont été dépouillées pour la plupart de certains de leurs biens.
Parce que souvent, quand on leur demandait de nous fournir leurs contacts, leurs numéros de téléphone ou autres, la réponse c'était « Ah, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de contact parce qu'on a été dépouillé de nos téléphones. » Donc voilà des conditions. Et il existe un bon nombre d'autres exemples qui prouvent que souvent, ces expulsions-là, ces opérations de reconduite, qu'on appelle rapatriement, alors qu'en réalité, quand on examine les fonds, on se rendra compte qu'il s'agit en fait des opérations d'expulsion et non des rapatriements. Donc ces opérations-là, à notre constat, elles ne se font pas toujours en conformité des accords, en conformité des règles qui sont convenues entre les États. Ok. Alors, docteur Fodje Tandjougura, est-ce que nos compatriotes sont rapatriés dans les conditions officiellement convenues entre le Mali et ses lieux de provenance? M'avoir associé à la réflexion, je remercie le participant précédent. Je pense que ça se fait dans tout sauf les meilleures conditions convenues. Il faut signaler que le Mali n'a pas expressément des accords bien élaborés avec tous les pays qui accueillent les Maliens. Seulement, ce sont des expulsions qui s'effectuent dans un élan de raquette et de colère de beaucoup de pays d'installation. Et parce que dans ces pays, dans bon nombre de ces pays, nous avons des étudiants étrangers qui ne sont pas ciblés. Donc, on cible spécifiquement des catégories de migrants, des catégories d'étrangers, et dont on pense qu'ils sont de trop. Et ensuite, ils sont expulsés sans passer devant un juge. Sachant bien que dans la procédure d'expulsion, il faut que le juge en notifie et qu'il y ait un jugement et qu'on vous remette une invitation à quitter le territoire et qu'on soit accompagné, pas n'importe où, mais dans son pays. C'est comme ça que ça se fait dans les procédures normales, mais l'Algérie expulse, on vous met à la frontière au Niger ou bien on vous met quelque part, et puis vous vous débrouillez. Donc ça ne se passe pas dans des conditions prévues par la loi, mais ça se fait dans un élan de colère. Et les autorités, je ne sais pas quelle est la ligne officielle, mais les autorités doivent effectivement donner des explications aux Maliens parce que nous en avons besoin. Merci. Mais selon vous, qu'est-ce qui justifie le traitement infligé par ces pays alors? Je pense que c'est surtout une question de rapport de force, parce qu'on est face à l'Algérie, on ne le présente pas beaucoup, il faut dire les mots comme tels. Donc je crois que c'est surtout une question de rapport de force en tenant compte des ressortissants. Certains pays africains ont expulsé des Maliens, le Gabon, puis d'autres pays. C'est surtout une question de rapport de force. Et je crois que c'est un mépris envers nos ressortissants et qu'il faut surtout parvenir à faire réagir nos autorités par rapport à ça. La diaspora, le Conseil supérieur de la diaspora a réagi dans un communiqué, on l'a vu, mais on n'a pas vu l'État parler de cette expulsion-là. Je crois que c'est un mépris et c'est une question de rapport de force. Nous ne pesons pas lourd, je pense que c'est uniquement à cause de ça. Ok. Koundé Dekoun Diallo, vous êtes du collectif des sans-papiers maliens de France. Est-ce qu'à ce niveau, nos compatriotes sont rapatriés dans les conditions officiellement convenues entre le Mali et la France? Non, pas du tout. Je dis bonsoir à tout le monde, à tous les auditeurs de Radio Autonomie de Mali. Je me présente, je m'appelle Diallo Koumenagou, l'un des responsables des collectifs de sans-papiers à Paris. La condition que nos compatriotes se fait à rapatrier aujourd'hui, c'est vraiment c'est incroyable vis-à-vis de nos autorités qui voient ça, qui dit rien, qui fait rien. Vraiment, c'est décourageant. C'est décourageant parce que nous, on est au quotidien ici à Paris et tous les jours, nous sommes avec les collectifs de sans-papiers. Et tous les jours, nous sommes aux côtés des sans-papiers. Et les gens qui sont venus de la mer, les gens qui sont venus de l'autre horizon et qu'on se retrouve à Paris, eh bien, quand on dit que quand on me pose la question, est-ce que nos compatriotes qui sont répatriés avec la dignité, non. Leur dignité a été bafouée.
il n'y a pas de respect. Mais on a rapatrié comme des moutons. Mais de toutes les façons... Je me pose la question. Je pose la question à tout le monde. Oui, mais rapatriement ou expulsion, de toutes les façons, c'est des pays amis. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, le traitement qui leur est infligé par ces pays? Non, parce qu'il y a un accord qui a été signé entre les pays. Quand vous dites pays amis, je ne sais pas ce que vous entendez des pays amis. Il n'y a pas de pays amis. Il y a des pays d'intérêt. Oui, mais il n'y a pas de pays amis. Excuse-moi de dire ça. Mais notamment, il y a le cas du français, l'enseignant qui a été récemment expulsé. Dans toutes les correspondances, nous avons vu, tant du côté de l'ambassade de France que du côté des autorités maliennes, on a toujours marqué la France, le Mali, c'est des pays amis. Non, mais j'ai dit, est-ce que cette expulsion-là, est-ce que c'est la seule expulsion que vous avez vue au Mali ou vous n'avez pas assisté à d'autres expulsions? Oui, on a, même hier tout près, il y a des Maliens qui sont arrivés d'Algérie et un autre pays ami. Le Mali était vraiment, au moment de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, le Mali était quand même un endroit sûr pour ces Algériens. Non, mais justement, c'est la question que je voulais vous poser. Quels sont les accords entre Mali et Algérie? Et si cette situation était aujourd'hui chaotique et qu'on n'entend pas le gouvernement malien agir, est-ce qu'il n'y a pas d'Algériens qui sont au Mali? Et je vous dis, les Maliens, ils ont été expulsés à toutes les conditions misérables. Toutes les conditions. Il y en a qui sont partis à Médine, et il y en a qui sont partis, ils n'ont même pas leur secte de brosse à dents. Il y en a qui sont partis comme ça, et avec un petit sac. Et aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que l'autorité malienne, c'est vraiment ce que vous avez dit au début de votre émission, la politique d'immigration. Est-ce qu'il y a vraiment réellement la politique d'immigration? Mais si c'est ça, donc il faut que le gouvernement revoie sa politique d'immigration. Okay. Parce que nous souffrons aujourd'hui, avec ces politiques qu'il y a aujourd'hui, l'accord qui a été signé en 2015, en mars jusqu'à présent, il n'y a aucun gouvernement, membre du gouvernement qui a osé dire la vérité à la peuple malien pour dire que oui, il y a un accord qui a été signé. Okay. Tous les jours, il nous a menti à la télé et maintenant, on a dit la réalité maintenant, et partout. Et qu'on passe nous en France maintenant, il nous a montré la réalité, l'accord qui était signé en mars. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci. Docteur Fodje Tandjougura, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour faire respecter la dignité et le droit humain de nos compatriotes en Algérie, en Libye notamment, en Centrafrique et partout où ils sont persécutés, maltraités ou expulsés de force? Bon, je pense que c'est d'abord une question des autorités, une question adressée aux autorités en premier. Le Mali n'a pas d'accord spécifique, il faut le dire. J'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un du ministère, mais je ne pense pas que le Mali ait des accords spécifiques, mais au-delà des accords généraux qui sont signés. C'est-à-dire qu'on peut aller en Algérie pour 1 mois, 2 mois, 3 mois sans visa, n'est-ce pas? On peut aller dans certains pays. Même si le Cameroun a instauré le visa, n'est-ce pas, unilatéralement, n'est-ce pas, depuis quelques moments. Donc, il faut dire que c'est d'abord une question de souveraineté. Certains États ont des pratiques qui ne relèvent pas des accords pour des questions de souveraineté. Alors, pour que les Maliens soient respectés dans ces endroits-là, il faudrait d'abord que l'État, n'est-ce pas, réussisse à mettre en place des accords spécifiques. Au-delà des accords généraux qui existent déjà, de mettre en place des accords spécifiques, d'appliquer et de les suivre au niveau de nos représentations consulaires. Je pense que
cela n'est pas fait et qu'il n'y a pas également en Algérie et dans d'autres pays une présence organique des Maliens, de manière à ce que les Maliens soient représentés en immigration, organisés comme dans les foyers en France. Cela n'est pas le cas également. Ensuite, l'Algérie aussi a peur d'être envahie par les migrants parce que la Libye n'est plus possible. Eh bien, beaucoup de migrants se tournent vers l'Algérie. Et l'Algérie, de plus en plus, commence à avoir peur de cet envahissement, entre guillemets, des migrants qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Donc, s'il s'avère que les Maliens sont nombreux là-bas, en Algérie, et puis de plus en plus au Maroc, moi, j'invite l'État à mettre en place des accords spécifiques qui vont au-delà des accords généraux qui existent déjà dans la libre circulation, et donc d'élaborer des accords approfondis dans le sens de la protection des migrants subsahariens, des migrants maliens, qui sont de plus en plus nombreux et qui ne peuvent plus être gérés par les accords généraux qui existent depuis les indépendances. Voilà, merci. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau pour parler rapatriement des migrants maliens. Comment faire respecter le droit des expulsés maliens? Alors pour ce débat, nous avons fait recours à Lamine Diakité de l'association malienne des expulsés, Koundene Koun Diallo du collectif des sans-papiers maliens de Paris et Dr Fodjié Tandiogoura, sociologue. Alors, deuxième partie. Donc, monsieur Lamine Diakité, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire respecter la dignité et les droits humains de nos compatriotes en Algérie, en Libye, en Centrafrique et partout où ils sont persécutés, maltraités, expulsés? D'accord. Avant de répondre à cette question, il y a une autre question qui a été abordée sur ce plateau et qui a été adressée notamment au docteur Tandiogoura. Et il s'agissait de savoir qu'est-ce qui justifiait les faits, les opérations du rapatriement. En venir, allez-y, s'il vous plaît. D'accord. En fait, donc il y a une question des rapports de force. Il faut aussi reconnaître qu'il y a aussi une question de racisme et de xénophobie dans ces pays-là. Donc ces pays-là, on constate généralement qu'il s'agit des ressortissants qui ne veulent pas la présence, surtout des ressortissants africains, sur leur territoire. Donc c'était un point que je tenais à souligner. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire respecter les droits des migrants? C'est une question, je pense qu'il faut la poser sur le plan international. Les États doivent coopérer ensemble. Aucun État à lui seul ne peut se positionner par rapport à cette question. Je pense que ce que le docteur Tandiogoura a dit est vrai. Il faut des accords spécifiques. Mais il faut surtout le contrôle et la mise en application de ces accords. Le fait de signer des accords et ainsi de suite, cela ne suffit pas. Mais je pense que ce qu'il faut faire surtout, c'est l'application, le suivi de ces accords. Et il faut également des sanctions en cas d'inapplication de ces accords-là. Ok. Mais vous dites les États doivent coopérer. Quelle est la responsabilité de l'État et pourquoi son silence face à la détresse des Maliens expulsés? Par exemple, les Maliens qui sont arrivés dans le désert, vous en avez parlé tantôt. Oui, souvent, ce qui peut expliquer cela, parce que souvent l'État reçoit, si on veut, des leçons qui viennent d'en haut. Donc, comme on peut le constater, nos États ici en Afrique n'ont pas très généralement la main libre. Ils reçoivent des règles qui viennent d'en haut, je ne sais pas où exactement. L'Algérie n'est pas n'importe qui au Mali, il préside quand même le retour de la paix quand même dans notre pays, et un pays qu'on a aidé quand même pour son indépendance. Effectivement, cela est vrai, mais surtout ce que les autorités algériennes évoquent, c'est une question de sécurité, même si on sait qu'au fond, cela ne tient pas la route, mais et quand même, il évoque la question de sécurité. On veut sécurité nos frontières, on veut sécurité notre territoire. Mais j'interpelle quand même l'État malien à jouer pleinement son rôle, parce qu'il s'agit de ces ressortissants dont les droits ont été violés, dont la dignité ont été bafouées. Donc l'État doit jouer pleinement son rôle. Donc il doit se positionner au même niveau que l'État algérien parce que cet État-là n'est pas supérieur à lui.
quand il voit ses ressortissants dans ces conditions, il doit réagir vite et non de rester silencieux, je ne sais pas pour quelles raisons d'ailleurs. Ok. Mais M. Diallo, alors quelle est la responsabilité de l'État? Est-ce que par exemple l'État malien n'est pas laxiste? Parce qu'on se rend compte que pour la plupart des cas, des gens qui sont en possession de pièces d'identité malienne, mais qui ne sont pas en fait des Maliens. Est-ce que le laxisme de l'État malien, par exemple, n'est pas en cause dans ces cas-ci? Bon, tout à fait, M. Sidibé. Bon, je pense qu'il y a un intervenant qui a dit quelque chose tout à l'heure, c'est très pertinent. Mais est-ce que l'État malien aime la population malienne? C'est la question que je me pose. Parce que l'État malien, il court derrière l'État de l'autre pays, de l'autre nation, mais pas sa nation même. Et quand on voit aujourd'hui les problèmes de carte minale, les problèmes de carte d'identité et passeport que nous, on a ces problèmes-là aujourd'hui, et qu'on voit des gens d'autres pays qui prennent la nationalité malienne, c'est étonnant. Et qui peut donner ces documents-là si ce n'est pas l'autorité malienne? La question que je me pose, est-ce que l'État malien il est soucié le problème de la population malienne? Quelqu'un qui a parlé de l'accord tout à l'heure, je pense que l'Algérie aujourd'hui, il est plus proche de l'État français que l'État malien. Nous ne sommes pas respectés nulle part aujourd'hui. C'est à cause de l'État malien. Parce que l'État malien même, il ne considère pas ses citoyens. Il ne respecte pas. Et c'est la raison pour laquelle d'autres pays ne respectent pas. Parce que depuis le rapatriement qui a commencé à Libye, à Centrafrique, à France et Gabon et j'en passe, mais est-ce que vous avez vu encore l'État malien a fait un communiqué, soit une déclaration en direction de ces pays-là? Et nous sommes en France ici. S'il y a un problème qui arrivait un seul Français à n'importe où, toute la France se relève, à commencer par le président de la République. On n'a jamais vu ça avec la population malienne. Nous, on a eu des décès, on a eu des problèmes graves ici en France, mais on n'a jamais vu l'État malien prendre sa responsabilité. Et les consulats qui sont dans ce pays-là, est-ce qu'ils sont là pour nous? Non, ils ne sont pas là pour nous. Et les ambassadeurs qui sont dans ce pays-là, est-ce qu'ils sont là pour nous? Pour nous, non, ils ne sont pas là pour nous. Mais ils sont là pour la forme. Ils sont là pour l'État malien. Quand l'État malien dit fait ça, c'est ça qui l'intéresse. Ok. Et je vous prends juste un peu. D'accord, merci beaucoup. La semaine dernière, le Premier ministre malien était là. Le Premier ministre malien, et ça a été annoncé avant qu'il quitte au Mali, qu'il va venir ici, qu'il va rencontrer la communauté malienne. Et je vous dis, il est venu, il est reparti. Nous, la communauté malienne, nous, on ne sait même pas pourquoi il est venu. Il a rencontré 45 associations dans une petite salle de 50 personnes. Mais est-ce que vous trouvez ça, c'est normal? Et quel État qui va voir ça, qui va nous respecter? Et notre État, il s'en fout de nous. Notre gouvernement, il s'en fout de nous. Notre autorité, il s'en fout de nous. Et comment la France et l'Union et l'Algérie vont nous respecter? Et c'est la même chose que l'Algérie et d'autres pays. Okay. D'accord. Merci beaucoup, M. Diallo. Alors, docteur Fodje Tandiogoura, quelle est la responsabilité de l'État? Est-ce que l'État n'est pas... Parce que l'Algérie expulse quand même des Sud-Sahariens
ça c'est basé sur la couleur de la peau et une ségrégation, mais qu'on précise que c'est des Maliens, en fait, ça c'est sur la base quand même de pièces d'identité maliennes. Et quand le premier vérificateur en son temps a évité quand même de rentrer dans l'état civil malien parce que vraiment c'est un bourbier. Est-ce que l'État n'est pas en cause quelque part? Oui, bon, il est impossible d'écarter la responsabilité de l'État, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas une question, c'est beaucoup moins une question d'état civil, et on parle surtout des conditions de rapatriement, qu'ils fussent maliens ou pas, on parle quand même des conditions de rapatriement. Alors c'est vrai, notre état civil est du moins fiable, n'est-ce pas? On est en train de faire des efforts, mais il s'agit surtout des individus, des êtres humains qui ont été rapatriés dans certaines conditions. Ils peuvent être des Maliens ou pas, ils peuvent être d'autres nationalités. Il s'agit surtout des procédures d'expulsion qui ne répondent à aucune procédure légalement connue jusque-là. Une procédure d'expulsion, elle est très longue, donc on ne prend pas quelqu'un en lieu de travail, comme ça, on rapatrie, on le met à la frontière et il se débrouille avec une baguette de pain, soit sans eau ni rien du tout. Donc c'est ce traitement inhumain qu'il faut dénoncer et nous attendons surtout de l'État, n'est-ce pas, au moins de demander des explications, de demander ou d'exprimer son inquiétude par rapport à ça, et aussi de mettre en place très rapidement des commissions ou encore des accords pour gérer, même là où il n'y a pas eu de problème, parce que le cas algérien a été médiatisé. Je pense que c'est pour cela qu'on est là pour en parler. Sinon, il y a des expulsions en provenance d'autres pays. Au Cameroun, les Maliens sont maltraités là-bas aussi, pour dire la vérité. Et le Cameroun a instauré unilatéralement un visa. Il faut l'avoir à l'arrivée. Mais ça ne s'est pas fait en accord avec les autorités maliennes. Mais ils se sont dit qu'il y a l'insécurité au Mali, il y a la question du djihadisme. Donc, ils ont mis en place ce système de visa. Donc, c'est pour vous dire qu'au lieu d'attendre les problèmes, les autorités maliennes peuvent, avec certains pays, potentiellement des pays d'accueil des Maliens, mettre en place des conditions spécifiques pour leur accueil, organisées avant qu'il y ait ces rapatriements-là pour ensuite demander des comptes et organiser. Je crois que l'État peut prendre des avances. Et si l'État ne fait rien, eh bien, c'est sa responsabilité. Et les associations de migrants, à mon avis, doivent légalement interpeller l'État par rapport à la situation des migrants en Algérie ou ailleurs. Mais en fait, est-ce que le Mali dispose des moyens de pression diplomatique pour sécuriser ses ressortissants à l'extérieur? Non, ce n'est pas des moyens de pression diplomatique. Au niveau des consulats, on peut, parce que les consulats, c'est pour l'état civil très généralement, mais on peut mettre en place, n'est-ce pas, un bureau spécifique des migrants pour, avec les autorités algériennes, camerounaises, etc., pour élaborer des accords et dire les Maliens arrivent massivement, eh bien, il faut mettre en place cette fois-ci des accords pour gérer ces populations-là, parce qu'ils viennent pour travailler ou bien pour traverser, les conditions pour partir. Et on a un service pour ça en réalité, mais les gens ne passent pas par le TGM. On a un centre d'information et de gestion sur l'immigration qui informe sur les conditions de départ dans tel ou tel pays. Et malheureusement, enfin, comme vous connaissez, l'immigration malienne ne fonctionne pas comme ça dans les circuits formels. Ça fonctionne de façon spontanée. Donc, comme on ne peut pas les retenir ici, parce que tout l'effort de l'Union européenne et des grandes puissances, c'est dans le sens de la rétention des migrants, des populations potentiellement migrantes. On a vu il y a 2 ou 3 jours, le Pays-Bas a donné 300 millions pour sensibiliser à ne pas partir. Et on a vu que ça a rarement porté ses fruits. Mais comme les gens partent, donc l'État, dans un élan de coopération, peut demander aux autres États d'accueil, eh bien, nos ressortissants arrivent massivement. Donc désormais, réfléchissons qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme condition d'accueil et comme condition de rapatriement, voici les procédures qu'on définit légalement. Maintenant, au-delà de ça, l'État ne peut absolument rien faire, surtout s'il s'agit de l'Algérie. Eh bien, je pense que les rapports de force dominent à ce niveau-là. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Retour pour ce grand dialogue sur le rapatriement des migrants maliens. Alors, pour en débattre, nous avons sur ce plateau Lamine Diakité de l'Association malienne des expulsés, Koundéné Kound Diallo du collectif des sans-papiers maliens de Paris est au téléphone et Dr Fodié Tandiogoura, sociologue, également au téléphone. Alors, Monsieur Diakité, on sait que la migration est ancrée dans la tradition malienne et du fait du chômage élevé des jeunes diplômés, et de la famine, de l'insécurité, entre autres. Est-ce que le Mali dispose des moyens de pression diplomatique pour sécuriser ses ressortissants à l'extérieur? Bon, actuellement, c'est ce problème-là qui se pose avec plus d'acuité, parce que quand on voit surtout ce qui se passe actuellement en Libye, nos compatriotes maliens qui sont en Libye vivent vraiment dans des conditions d'insécurité et l'État doit intervenir à travers notamment son ambassade, à travers le consulat, pour veiller à la sécurité de ses ressortissants. Mais M. Diakité, dans le cas présent où même certaines organisations ont alerté sur la violation des droits des migrants et les mauvaises conditions d'expulsion, quelles sont les voies, par exemple, de recours à l'international? Bon, sur ce plan, les voies de recours à l'international, il existe à ce sujet s'il faut voir la question du point de vue juridique. Je pense qu'il existe des instances internationales qui peuvent être saisies, mais il y a aussi des organisations de type politique sur le plan international, sous-régional, qui peuvent également prendre en compte cette question d'insécurité, cette question de protection des ressortissants dans des états de transit ou dans des états d'accueil. Donc, cette question peut être traitée par la prise des accords entre les États, parce qu'entre les États, il ne faut pas oublier aussi qu'il s'agit de jeux politiques qui se font souvent par des accords, parce qu'un État ne veut pas imposer sa politique à un autre. Il faut obligatoirement des compromis entre les deux et cela se fait à travers des accords. Et je tiens à rappeler également qu'il ne suffit pas d'élaborer des accords, il ne suffit pas de les ratifier, c'est surtout leur application qu'il faut s'y tourner, c'est surtout leur effectivité, est-ce que ces accords-là, on peut trouver, je ne sais pas, des moyens pour sanctionner leur non-respect par l'un ou l'autre des États. Okay. D'accord. Docteur Fodié, est-ce qu'il y a des voies de recours à l'international, par exemple? Je ne sais pas, sur le plan des travailleurs étrangers, n'est-ce pas, dès lors qu'ils ne sont pas dans des conditions légales de séjour et de travailler, eh bien, généralement, dans les pays développés, ils s'appuient sur des associations de migrants, les associations, les ONG, j'allais dire, de défense des droits des étrangers, comme ça existe un peu partout en Europe. Pour le cas de l'Algérie ou d'autres pays, je n'ai pas connaissance de ces associations-là qui défendent les droits des migrants dans ces pays-là. Alors, qu'il y ait une instance juridique, bon, l'instance suprême, ce sont les déclarations des Nations Unies. Bon, tout le monde a droit à se déplacer, etc. Mais ça reste des textes qui sont couchés depuis très longtemps. Ce qu'il faut, au contraire, aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, que les associations ici, au niveau du Mali, interpellent l'État régulièrement par rapport à ces questions-là. Et que je ne suis pas sûr que dans un pays comme l'Algérie, le Maroc, dans les pays comme tels, que des populations, à travers des ONG, se mettent à défendre les intérêts des ressortissants africains subsahariens, parce qu'il y a déjà une méfiance, j'allais dire une sorte de racisme vis-à-vis des subsahariens, et que difficilement on pourrait s'imaginer qu'une ONG pourrait quand même défendre. Donc pour les instruments juridiques, eh bien ça n'existe que dans les pays d'expulsion. Généralement, si c'est la France, le migrant peut aller en procès et peut gagner. Et donc, si ces instruments-là n'existent pas, le Mali ici ne peut pas faire de pression juridique, pour contraindre l'Algérie à régler telle ou telle situation. Donc, il y a un vide, à mon avis, il n'y a pas une coalition internationale de juridiction, à ma connaissance, qui défendent, à part les organisations, l'OIM, le HCR, qui défendent bien sûr des droits
les personnes, les réfugiés et autres, mais ça c'est notre dimension. Et pour le cas spécifique, je n'ai pas connaissance d'une coalition de juridictions internationales qui défendent le cas des migrants. Ok. D'accord. Diakité, on va revenir à votre réaction, mais toujours avec vous, docteur Fodié, la vision des autorités de faire de l'immigration un atout pour le développement, un facteur de croissance économique et surtout un instrument de lutte contre la pauvreté, a-t-elle une chance de se réaliser si l'on reste silencieux sur la souffrance des migrants? Bon, d'abord, je vois mal un État compter sur l'immigration comme état une politique de développement. L'immigration, c'est toujours une solution une dernière solution. Les gens partent parce qu'ils n'ont pas de moyens. C'est vrai que pour ce qui concerne le cas spécifique des Maliens, nous rapatrions en 2016, selon les chiffres BCE, c'est 400 milliards de devises à rapatrier, malheureusement qui se dissolvent dans la consommation finale, donc il n'est pas tourné vers une consommation productive. Mais l'État a toujours dit que l'immigration est une chance. Mais ce sont des slogans parce que si on regarde la région des Cailles, eh bien, une grande partie de cette région a pu subsister grâce à l'apport des migrants. Alors, mais ça reste un discours. L'État n'a jamais, même si on construit une école, l'État n'a jamais envoyé un enseignant pour faire fonctionner l'institution. C'est la même chose pour une maternité, c'est la même chose pour un centre de santé, etc. Les migrants cotisent pour faire fonctionner l'institution. Donc, on veut faire de l'immigration un atout, mais je ne vois pas de démarche, d'action entreprise par l'État pour faire de la migration un atout. Seulement, ce que veut l'État, c'est que l'immigration se fasse dans les conditions légales pour que, eh bien, il reste en bon terme avec les pays dits amis, donc qu'on ne nous impose pas des accords d'expulsion ou qu'on ne nous impose pas des politiques. Donc, faire de l'immigration un atout, d'abord, cela passe par offrir d'abord de l'emploi, par stabiliser d'abord, et puis ceux qui sont déjà partis par orienter les devises vers des investissements productifs. À mon avis, il n'y a pas de programme qui est visé spécifiquement les Maliens de tous bords qui sont installés ailleurs et qui oriente ces devises-là vers des secteurs productifs et non vers la consommation finale. Et quand on aura réussi cela, on peut dire qu'on a fait de notre immigration un atout. Mais quand c'est toujours la consommation finale, les dépenses de prestige, eh bien, je vois difficilement comment on peut transformer notre immigration en un atout. Ok. Alors, Diakité, vous voulez tantôt réagir? Bien sûr, c'est surtout lorsque le docteur a souligné le fait que ce sont surtout les associations et organisations des migrants qui doivent interpeller l'État sur notamment les conditions d'insécurité dans lesquelles se trouvent nos compatriotes dans leur pays d'accueil et de transit. Je tiens quand même à lui informer qu'ici au Mali, nous, en tant qu'organisation et association des migrants, nous faisons chaque fois ce travail-là. Chaque fois qu'il y a un problème qui touche les migrants, nous interpellons l'État sans cesse à travers des déclarations, à travers des communiqués, même parfois même à travers des rencontres que nous organisons entre nous et avec l'État. D'accord. Alors, parlons-en de la vision des autorités quand même de faire de l'immigration un atout quand même pour le développement. Est-ce qu'elle a une chance de se réaliser si l'État malien est toujours silencieux face à la souffrance de ces migrants? À ce point, je vois mal que cette vision-là marche parce que vu le nombre de retours cette année, est-ce qu'on peut parler du fait de faire la migration un atout? Il y a eu tellement de retours. Si cela devait se faire, c'est-à-dire faire la migration un atout, je pense que l'État doit en premier lieu s'inquiéter du sort réservé à nos compatriotes qui sont établis déjà dans les pays de transit et dans les pays d'accueil. Mais quand l'État dit qu'il aimerait ou qu'il veut faire la migration un atout pour le développement, je pense que l'État compte surtout sur les envois de fonds que ces migrants-là effectuent ici dans leur pays, ainsi que les transferts de compétences dans leur pays. Ces migrants-là construisent des écoles, des hôpitaux et autres, mais le problème reste la
fonctionnalité. Est-ce que ces écoles, ces hôpitaux et toutes ces constructions, ces réalisations qui ont été faites par ces migrants-là, les problèmes, c'est leur fonctionnalité. Mais quelles sont les politiques et les mesures concrètes d'adopter ou mises en œuvre quand même aujourd'hui au Mali pour empêcher aux migrants de risquer leur vie dans les pays à risque? Rapidement, on est un peu coincé par le temps. D'accord. Ici, je ne pense pas qu'il s'agit d'une question de politique, mais plutôt une question des responsabilités. Les autorités consulaires, les ambassadeurs qui sont établis dans ces pays-là doivent veiller tout simplement à la sécurité, à la protection de nos compatriotes qui sont là-bas. Ils doivent donner des réponses à leurs appels, à leurs cris, et ils ne doivent pas les marginaliser sous prétexte que ce sont des personnes qui n'ont pas de papiers, qui sont partis de façon illégale. Néanmoins, je pense qu'il faut prendre en compte que, mis à part ces facteurs d'illégalité et irrégularité, ce sont quand même des personnes, des êtres humains qu'il faut protéger au même titre que les autres individus. Donc, à ce niveau, ce n'est pas une question de politique, il s'agit plutôt d'une question de responsabilité, notamment à travers les ambassades et les consulats qui doivent pleinement jouer leur rôle, qui sont là-bas pour les concitoyens qui sont là-bas, pour leur sécurité, leur protection. Et donc, ils doivent jouer leur rôle, tout simplement. Ok. Koundenekun Diallo, alors nous savons qu'il y a une politique nationale de migration, même si on ne va pas la développer ici parce que l'État n'est pas représenté. Mais selon vous, comme cette politique est en application, comment dans ces cas la renforcer? Pardon? Qu'est-ce qui manque à notre politique nationale de migration à la date d'aujourd'hui selon vous et comment l'améliorer? Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de manquements. Et à commencer par la solidarité entre nous-mêmes, entre les Maliens d'abord, parce que pour aider nos compatriotes, il faut qu'on ait une solidarité entre nous. Et aujourd'hui, quand on prend un exemple d'autres pays, du Sénégal, je ne prends pas un exemple en Europe, le Sénégal. Allez-y rapidement parce que le temps est pratiquement à terme. Ok, d'accord. Le Sénégal, vendredi passé, nous sommes partis à la consulat du Sénégal pour demander une réception. Et au Sénégal, ils sont bien s'occuper de leurs compatriotes. Par rapport aux Maliens, il y a une grande différence. D'accord, Monsieur Diallo, merci beaucoup. Nous vous disons merci. Lamine Diakité, merci de l'AME. Docteur Fodié Tandjoukura, nous vous disons aussi merci. Expulsion des migrants subsahariens. Comment faire respecter les droits des expulsés maliens? C'était le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Et nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamami.org et réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par Moumine Sendebou. La mise en onde a été assurée par Gagny Kanté, la régie vidéo par Peting Diara et je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.